caméraman me dit qu'on peut y aller. Alors, cher Boris, quand j'ai intitulé votre conférence « Je ne suis pas seule, je vais vous dire pourquoi », je ne pensais pas avoir un tel parterre, voilà. Donc, cher public, nous avons un invité exceptionnel ce soir. Alors, comment vous présenter, cher Boris? Dire que vous êtes psychiatre, psychanalyste, éthologue, auteur de nombreux ouvrages qui nous accompagnent depuis 1983. Cela ne va pas suffire. Dire que nous entretenons avec vous une conversation dont nous ne nous lassons pas, qui nous fait du bien, c'est déjà mieux. Mais je voudrais vous dire aussi, je voudrais avouer mon enthousiasme pour votre dernier livre, La nuit j'écrirai des soleils. Je trouve que c'est votre livre le plus palpitant de vie, le plus solaire, le plus libre aussi. Et j'ai pensé en le lisant que tout jeune qui aurait en main votre livre aurait là un livre d'apprentissage, non pas pour lui dire quel chemin prendre, personne n'a besoin de maître à penser qui fait un esclave, mais pour lui dire qu'il pouvait habiter tous les mondes possibles grâce aux mots, et que grâce à eux, il pouvait être plus ou autre que lui-même. Alors, vous nous avez donné le plus bel éloge de la littérature qu'on puisse trouver. Merci donc, Boris. Mais votre livre est aussi bien autre chose. Il illustre magnifiquement ce que nous avait dit le philosophe Ali Ben Maklouf, ceux qui l'ont entendu se souviendront, à savoir que nos vies entrent en conférence les unes avec les autres. Et vous entrez en conférence avec tous ceux qui, comme vous, ont eu une vie sous le signe de la perte, de l'absence ou du manque. Vous dialoguez avec ceux que vous appelez des voyous littéraires, je crois que vous les aimez bien d'ailleurs, comme François Villon, Sade, Jean Genet, que vous connaissez sur le bout des mots, mais aussi Victor Hugo, Simone Veil, Romain Gary, Gérard Depardieu, pour ne citer que. Vous dialoguez aussi avec nous tous qui n'échappons pas, et plus ou moins, à l'absence, au manque, à la perte. Mais vous nous rassurez en nous disant que c'est dans le noir qu'on espère la lumière, c'est la nuit qu'on écrit les soleils. Pour tout cela, Boris, merci. Bon, mais c'est ouvert le micro. Parler, si vous le bien. L'idée que je vous propose, c'est pourquoi est-ce que le manque contraint à la créativité. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont créateurs ont été contraints au manque. Si on a un manque, on est contraint à la créativité, parce que sinon on vit dans la perte, dans le deuil, dans la mélancolie. Mais si on a tout pour se développer, on n'est pas contraint à la créativité, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas créatif. On peut très bien être créatif, mais ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas du tout le même engagement, ce n'est pas du tout la même nécessité. Alors, la littérature, est-ce que c'est un monde de papier? Je pense que l'idée que je vous propose, c'est que lorsqu'on écrit, on crée un monde, et que ce monde créé sur le papier, c'est nous qui l'avons inventé, et ensuite, on l'habite. On peut habiter, on habite le monde qu'on invente. Alors c'est une merveille, c'est l'art, c'est la poésie, c'est la théâtre, le cinéma, et c'est aussi une horreur, parce que les gens qui habitent des récits totalitaires, ils y croient. Je crois que ce micro est meilleur, non? Voilà. Celui-là, il est un peu... Alors je recommence. Alors, en un mot, de toute façon, ce que je viens de dire en instant, c'est tout l'exposé. Donc, quand on a un manque, on est contraint à la créativité si on ne veut pas vivre dans le désert. C'est par définition, s'il y a un manque, s'il n'y a pas d'altérité, c'est ce qui se passe dans la mélancolie,
où la vie s'arrête parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Alors vivre sans autre, c'est le vide, c'est le désert, et vivre avec les autres, c'est l'enfer. Choisissez. C'est-à-dire... mais ça ne veut pas dire, si on est bien, si on est bien développé, on a une gentille famille, on vit dans une culture en paix, on peut créer, mais on n'est pas contraint à la créativité. Et effectivement, donc, il y a des gens qui font de jolies poésies. Ronsard n'était pas contraint à la créativité. Il fait une déclaration d'amour tout à fait respectable. Allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses, enfin vous connaissez la suite, c'est respectable. Mais c'est pas poignant, c'est mignon. Si vous préférez, c'est boîte de chocolat, c'est joli comme une boîte de chocolat, mais après c'est joli. Alors que si vous lisez Primo Levi, si vous lisez même Depardieu, là c'est passionnant et c'est poignant. Et je dis passionnant parce que la passion, c'est une exaltation et c'est une douleur en même temps. Alors que Ronsard, c'est charmant. C'est de la dentelle, c'est du bonbon, c'est pas poignant, mais merci Ronsard, c'est quand même agréable. Alors l'idée que je vous propose maintenant, c'est que le monde des mots parlés n'est pas le monde des mots écrits. Le monde des mots parlés, c'est une interaction. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous rencontrer, de parler avec vous, et si je vois que vous m'encouragez à continuer, je continue, alors que si je vois que vous faites une mimique, voilà, elle m'encourage à continuer, alors que si vous faites une mimique comme ça, ou comme ça, je sais que ça ne marche pas. Donc même si vous ne dites pas un mot, vous êtes co-auteur de mon discours, tout simplement parce qu'on est là ensemble. Mais le locuteur et l'auditeur se rencontrent, c'est une vraie rencontre, même si l'auditeur ne dit pas un mot. Ses mimiques, ses postures, sa présence participent à mon discours. Si je m'adresse à quelqu'un que je veux séduire, je suis magnifique, je suis d'une beauté extraordinaire. Si je m'adresse à mon inspecteur des impôts, vous ne pouvez pas savoir les difficultés que j'ai dans la vie. C'est-à-dire que l'idée que je me fais de l'autre oriente et organise mon discours. Alors que dans le monde des mots écrits, je suis seul avec le lecteur imaginaire, l'ami parfait, celle qui saura me comprendre à la perfection, et je plonge en moi-même pour m'adresser à quelqu'un qui n'est pas là, qui est impossible à percevoir, mais qui est là dans ma représentation. Donc là, il y a aussi une rencontre, mais c'est une rencontre impossible à percevoir. Donc je crée un monde de mots que nous habitons, l'auteur et le lecteur n'est pas un récipient passif. Le lecteur aussi est co-auteur de ce qu'il lit, parce que quand on lit, d'abord c'est rare qu'on lise un livre de la première à la dernière page, et il faut qu'il y ait une sensorialité dans la lecture, il faut toucher du papier. De même qu'il faut qu'il y ait une sensorialité dans la rencontre, il faut voir ses mimiques, comment elle est habillée, il faut qu'il y ait une rencontre sensorielle. Et les vêtements sont une écriture, surtout pour les femmes. Les hommes écrivent aussi, mais c'est quand même plus rustique. L'écriture des hommes pour les vêtements, c'est quand même plus rustique. Mais à l'époque de Napoléon, les hommes étaient magnifiques. Hein. Ils mettaient des hussards, ils mettaient des brandebourgs en fourrure blanche, et puis ils avaient des pantalons serrés pour montrer leur génitoire. Les femmes étaient folles d'un hussard. Les hussards comme maintenant, tous les hommes mettent des pantalons gris, flasques ou des jeans, c'est moins érotique. Enfin, c'est la culture qui veut ça. Alors, quand on écrit avec les vêtements, quand on écrit avec des mots, on est aussi, le lecteur n'est pas un récipient passif. La preuve, c'est que quand j'étais gamin, vers l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai lu Cro-Blanc. Je ne sais pas si vous avez lu, bon, il y a beaucoup de gens qui ont lu Cro-Blanc. Ça m'a mis des paillettes dans la tête. J'étais émerveillé. Oh, c'était extraordinaire. Un homme qui, grâce à un chien,
se sauve de la méchante humanité et les hommes méchants maltraitent ce chien et pourtant cet homme, moi j'étais ébloui, enchanté. Et puis il y a 1 an ou 2, je cherchais une citation et je me dis tiens je vais prendre Cro-Blanc, je vais retrouver la citation et je commence à feuilleter, à relire Cro-Blanc. Minable, rien. Toujours le même scénario, toujours le même truc, c'est toujours des méchants qui battent le chien, c'est toujours la même chose répétée. Comment est-ce que j'ai fait pour être ébloui par ce livre minable? Parce que j'en avais besoin au moment où je l'ai vu, à l'âge de 12 ans, j'avais besoin d'entendre qu'il y avait des hommes généreux, qu'il y avait des relations affectueuses avec les animaux, j'avais besoin de lire et d'entendre. Donc, Jacques Landon, j'avais failli dire Arthur, c'est Jacques, a écrit pour moi. Et moi, je l'ai lu pour moi. Mais il y a 2 ans, le charme était rompu. Alors, en plus, le fait de les mots parlés, les mots parlés sont des mots agis. C'est un acte de parole. Je parle, c'est une sonorité, je bouge ma bouche, je bouge mes mains en parlant. La parole est un acte. Et et d'ailleurs la prosodie, la musique de mes mots, peut très bien dire le contraire du contenu de mes mots. Mais oui, je t'aime. La musique des mots veut dire, les mots veulent dire mais oui, je t'aime. Et la musique des mots veut dire tu me casses les pieds. Donc c'est un acte, c'est la manière, l'énonciation participe au discours et l'énonciation participe à la transmission du message. On ne se trompe pas. On se rend compte que l'énonciation, la manière de dire, modifie le contenu du message. Oh, je ne le crois pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il fait ça pour me tromper. Donc, on est toujours on est en train d'analyser le contenu et le contenant. Alors que dans les mots écrits, c'est vraiment une représentation. Et je vais chercher ce qui se passe au fond de moi au moment où j'écris. Et au moment où j'écris, je construis le monde que j'habite. Un jour, une journaliste vient chez moi m'interviewer et elle me pose des questions sur le sujet, j'ai oublié lequel, et on parle un petit peu de pourquoi écrire. Pourquoi est-ce qu'actuellement en France, les placards sont pleins de manuscrits? Un Français sur 2 a un manuscrit dans un placard. Pourquoi? À quoi ça correspond? Alors, je bavarde avec cette journaliste, elle fait son travail de journaliste, et puis à la fin, elle pose son stylo et elle me dit « Vous venez me faire comprendre pourquoi j'ai écrit sur mon cancer du sein. » Un jour, je trouve une boule sur mon sein, histoire classique. Je vais voir un gars qu'on m'a conseillé, que je ne connaissais pas, et ce gars que je ne connaissais pas prend possession de mon âme, prend possession de ma vie, et il me dit je vais essayer de ne pas vous faire opérer, vous prendrez ces médicaments, vous viendrez à tel rendez-vous, vous ferez ces examens. Je ne connais pas ce gars qui s'empare de ma vie. Et si je veux vivre, je lui donne ce pouvoir. Mais quand je rentre chez moi, je me dis, il m'a dépersonnalisé. J'accepte, parce que je veux vivre. Donc, mais il m'a dépersonnalisé. Et elle prend sa plume pour se repersonnaliser. Il m'a annoncé le cancer de manière trop brutale. Il aurait pu le dire autrement. Pourquoi est-ce qu'il me donne ces rendez-vous? Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas mon avis? Pourquoi est-ce qu'il s'empare de ma vie sans me demander mon autorisation, sans m'expliquer? Et elle se met à écrire pour reprendre en main son monde mental, bousculé par cet homme dont la fonction était de la soigner. Mais en la soignant, il l'a dépersonnalisée. Et elle se repersonnalisait en écrivant. Donc ce schéma-là, c'est une expérience que j'ai vécue, mais beaucoup de gens dans la salle ont vécu des choses analogues. On voit que c'est finalement c'est nécessaire d'habiter le monde concret. Et si on a un
jeune femme était privée, elle pensait à la mort, elle forcément, et privée du risque de perdre la vie, elle a écrit. Elle a écrit, c'est resté dans un placard, mais au moment où elle écrivait, elle faisait un travail de reconstruction de son âme qui avait été fracassée par l'annonce du cancer. Alors, cette personne ne parle, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Ce que je veux dire est qu'il y a une exception, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. C'est un mystère. Et pourquoi faut-il attendre 15-20 mois? Alors le schéma, c'est 20-30 mois, mais c'est un schéma parce que chaque bébé, l'évolution des bébés n'est pas linéaire, c'est comme des marches d'escalier. C'est-à-dire qu'un bébé peut être en retard à 18 mois et rattraper son retard à 20 mois. Il peut être en retard de 2 ans et demi et puis être en avance à 3 ans. Donc c'est pas linéaire, ça dépend, lui, pour un bébé, ça dépend des rencontres. C'est-à-dire que dès qu'il rencontre quelqu'un qui le dynamise, qui le réchauffe, hop, il apprend à toute allure. S'il ne rencontre pas quelqu'un qui le dynamise, il a un moment de ralentissement de ses apprentissages. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Pourquoi faut-il attendre si longtemps, nous, êtres humains, pour apprendre à parler? Alors, pour habiter le monde des mots actés, des actes comme verbaux, eh bien c'est parce qu'il faut toute une préparation, une sculpture du cerveau qui commence pendant la grossesse. On a été les premiers à Toulon à montrer que quand c'était l'époque du monde du silence, et on avait organisé, Jacques Petit surtout, que les gens dans la salle connaissent peut-être, avait organisé aux Ambiers, avec Pascal, le premier congrès qu'on avait maladroitement appelé la communication intra-utérine. C'était un mauvais titre. Voilà, on l'avait donné, c'était parti comme ça. Et ensuite, on a appelé ça les interactions précoces. Et je trouve qu'on a été les premiers à montrer que les hautes fréquences, quand une femme enceinte parle, les hautes fréquences sont filtrées par son corps et surtout par son liquide amniotique. Mais les basses fréquences sont au contraire très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique. Parce que c'est facile à comprendre. Vous avez un mur, un fil, et vous faites une petite vibration. Ça fait un petit truc comme ça. Vous faites une grande vibration, les basses fréquences, et paf, vous avez des gifles qui arrivent contre le mur. Donc c'est facile à comprendre. C'est ce qui revient à dire que quand une femme enceinte parle, les basses fréquences sont très bien transmises. Ça veut dire que quand elle parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et que quand le bébé arrive au monde, il reconnaît l'architecture sonore de la voix de la mère. Et ça aussi, c'est une expérience qu'on a faite à Marseille et à Toulon, où on voit que dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore de sa mère. Madame, vous n'êtes pas la mère, parlez. Le bébé ne répond pas. Monsieur, vous n'êtes pas la mère, parlez. Le bébé ne répond pas. Madame, vous êtes la mère, parlez. Top, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore. On change les gens dans l'heure qui suit la naissance. On change les gens de place. Madame, monsieur, madame la mère, parlez. Top, le bébé tourne la tête et les yeux dans une autre direction de l'espace. Donc, c'est le premier nœud de la parole maternelle et donc le premier nœud du lien de l'attachement. Et c'est pour ça c'est pour ça que peut-être on appelle ça la langue maternelle. Et c'est aussi pour ça que je fais partie de ceux qui pensent que la parole a une fonction bien plus affective qu'informative. On parle pour s'affecter. Ad fero. Je transmets, je porte vers l'autre une émotion, un récit, une histoire qui va l'amuser, le bouleverser, le choquer. Donc c'est vraiment une interaction affective. Et que c'est pour ça que quand j'avais lu Cro-Blanc, j'ai été très agréablement affecté par l'histoire de ce chasseur dans du Grand Nord et de ce chien, et que il y a 2 ans, ça ne m'affectait plus. J'avais besoin
d'autres histoires. C'est pour ça que quand on dit ce livre est merveilleux, ça m'est souvent arrivé d'acheter un livre parce que quelqu'un disait c'était merveilleux. J'achète le livre, il me tombe des mains. En revanche, ça m'est souvent arrivé d'être ébloui par un livre que je disais, lis ça, c'est extraordinaire. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu m'as fait lire? Parce qu'il y a une complicité invisible entre l'auteur et le lecteur. Alors cette acquisition de la des paroles, la parole parlée et la parole écrite, commence très progressivement. Alors, il y a l'explosion du langage qui se fait schématiquement entre le 20e et le 30e mois, même si, comme je viens de vous le proposer, parler à un bébé, c'est tout à fait important. Parce que lorsque une figure d'attachement, statistiquement c'est la mère, puisque j'ai remarqué que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc, c'est vrai. Statistiquement. Donc ça veut dire que les mères, puisque les bébés sont caressés par les mères quand elles parlent, la mère marque la première empreinte dans le cerveau du bébé qu'elle porte. Et quand on fait des neuroimageries, maintenant, on fait des neuroimageries au prématuré, ils entendent les sons, ils n'entendent pas les mots. Mais on voit que les deux lobes temporaux, quand on leur parle, les deux lobes temporaux sont éveillés. Ils consomment de l'énergie. Ils passent que l'ordinateur traduit en couleur rouge. Donc nous, on sait que quand on leur parle, ils entendent des sons. Mais ce n'est que lorsqu'ils arrivent à terme qu'ils entendent des mots. Puisqu'à ce moment-là, quand ils arrivent à terme, quand leur mère ou quand une figure d'attachement leur parle, seul le lobe temporal gauche est activé par la parole. Ce qui veut dire que Françoise Dolto avait 100 fois raison. Alors ça se voit, ça se photographie, puisque quand on parle au bébé, on parle au prématuré, on voit deux taches rouges. Il entend des sons. On parle à un bébé né à terme, seul le lobe temporal gauche, qui va devenir la zone du langage, mais qui avant était la zone des sons, et bien dès la naissance, ça se prépare à devenir la zone du langage. Et c'est-à-dire que Françoise Dolto l'avait déjà compris, mais elle n'avait pas les capteurs techniques d'aujourd'hui pour le confirmer scientifiquement, mais elle avait déjà compris qu'il fallait parler à un bébé. Et je fais partie d'une génération où on nous expliquait que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Il y a des parents dans la salle, je pense que ça peut les surprendre, ça doit les surprendre. Mais maintenant, la neuroimagerie, photographie, film et photographie, comment, quand la mère ou une figure d'attachement, surtout la mère, parle au bébé, elle active le lobe temporal gauche, c'est-à-dire qu'elle transforme des neurones en neurones du langage. Si elle ne parle pas au bébé, le bébé entend des bruits, il entend des sons. Si elle parle au bébé, il entend ce qui prépare à des mots. Donc il y a une prosodie des mots qui commence déjà à agir. Alors aux Anglais, on a été, c'était un congrès qu'on avait fait, je crois me rappeler, en 1982, je crois, il faut demander. À une époque, on nous disait que ce qui compte pour un bébé, c'est faire le rapport entre les ingestats et les excrétats. Moi, un poète, c'est-à-dire, s'il y avait la balance était favorable aux ingestats, c'est que le bébé se développait bien. Si la balance était favorable aux excrétats, c'est qu'il se développait mal. Donc ça, c'était très poétique. Donc on pesait les bébés et on pensait que c'était des produits biologiques. Et François Dolto a dit, mais non, pas du tout, c'est très important de parler au bébé. Alors avec Jacques Collin, qui était au laboratoire de la marine et qui transformait, qui savait, son métier c'était un marin, et il savait transformer les signatures du bateau en images. La machine faisait ça. Et il avait un talent, on travaille encore avec lui à Toulon, à l'université, il avait un talent incroyable de reconnaître les images, les sons
l'hélice, qu'est-ce que je veux dire? L'hélice du bateau, pas l'église du bateau, ça veut rien dire. L'hélice du bateau, en envoyant l'eau sur la coque, fait un bruit. Il y a tout le long de la Méditerranée bourré de capteurs d'hydrophones. Hein. Les hydrophones ramènent ça au laboratoire du brusque qui le transforme en image. C'est la signature sonore du bateau. Et les marins savent reconnaître le bateau à la signature. Et donc je dis à Jacques Collin, mais écoute, pourquoi on fait ça avec les bateaux? Pourquoi on ne le ferait pas avec les bébés? Pourquoi est-ce qu'on n'enregistrerait pas les cris des prématurés, les cris des bébés, pour voir si ça veut peut-être dire quelque chose? Il ne parle pas encore, mais ça veut dire. Il n'a pas encore les mots, mais il a l'expression sonore des émotions, ça veut dire quelque chose. Alors effectivement, on enregistre sur un magnéto le cri des bébés, Jacques Collin le transforme en image, on voit que les images ne se superposent pas. Quand un bébé est sécurisé, il a beaucoup de basses fréquences. Quand un bébé est insécurisé, il a beaucoup de hautes fréquences. C'est-à-dire haute fréquence, il se prépare à crier. Basse fréquence, c'est le crooner. Là, c'est pour ça que les crooners sont séducteurs, parce qu'ils émettent beaucoup de basses fréquences et que les basses fréquences sont érotiques. Et que la calasse que des gens dans la salle ont fréquenté, la calasse, même dans les contrutes, il y a un vibrato. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas un vibrato dans les contrutes, ce serait un cri. Puisque il y a un vibrato, c'est une note de musique. Donc elle introduit, alors qu'elle a une voix moins cristalline que la Tebaldi, elle est plus émouvante parce qu'elle utilise plus que la Tebaldi. Je parle à des connaisseurs d'opéra. Donc ça veut dire qu'il faut érotiser, ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est que la parole a une fonction affective, elle a une fonction érotique. Parler à quelqu'un, c'est l'affecter. Et on montre donc que les bébés sont très sensibles. Et il y avait Daniel Rapoport, que j'ai rencontré hier à Paris, et qui travaillait avec Françoise Dolto, et qui est absolument enchantée, qui téléphone à Françoise Dolto, qui m'invite, et son mari avait une école de kinésithérapie rue Cujas à Paris, et il y avait un petit amphithéâtre, donc elle me demande d'expliquer ça. Et puis on l'a redouté beaucoup parce que quand quelqu'un lui cassait les pieds ou faisait un exposé qui l'ennuyait, elle sortait son tricot. Donc elle avait la terreur qu'elle sorte son tricot pendant le topo. Et là, elle n'a pas sorti le tricot. Au contraire, elle était très intéressée parce que c'était l'hypothèse de sa thèse. Elle n'avait pas les moyens de le démontrer. Et dans le fond de la salle, il y avait une jeune maman avec un bébé dans son couffin, et elle dit à la jeune maman, on va voir si M. Cyrulnik arrive, le bébé se met à chouiner, et elle dit, on va voir si M. Cyrulnik a raison, dites quelque chose à votre bébé. Alors la jeune femme était intimidée, parce que Françoise Dolto était intimidante. Hein. Alors elle s'approche du bébé, et puis elle lui dit, papa a été augmenté. Et bien le bébé a souri. Et ce qui a fait sourire le bébé, c'est pas la feuille de paie. Ce qui l'a fait sourire, c'est qu'il reconnaissait un visage familier, la brillance des yeux familière, les basses fréquences de la voix comme une caresse familière. Donc le bébé était heureux, il était sécurisé, parce qu'en lui parlant, sa mère le sécurisait, le caressait. Donc Françoise Dolto avait totalement raison, mais elle n'avait pas les moyens de le démontrer. Et d'ailleurs, tous les parents qui sont dans la salle savent bien que quand on a établi une relation sécurisante avec nos bébés, quand ils pleurent, très souvent, il suffit de dire « oui, maman est là, oui, je vais voir ». Et ça suffit, pas toujours bien sûr, mais ça suffit souvent. Le tranquillisant naturel, c'est la basse fréquence des mères. Alors, cette fonction-là, lorsqu'un bébé se développe bien, cette fonction sécurisante se met spontanément, naturellement en place. Mais
on constate sans difficulté que quand un bébé peut apprendre en 10 mois toute langue, sans école, sans livre, sans professeur, au corps à corps, c'est un mystère quand même. Vous mettez un bébé dans un groupe humain qui parle autour de lui, il apprend à parler. Vous mettez un bébé dans une bibliothèque, il n'apprend pas à lire. Donc les mots écrits exigent un enseignant. Ils exigent une analyse, un entraînement, alors que les mots parlés, le corps à corps suffit. Et probablement, c'est parce que, alors c'était d'ailleurs que ce corps à corps suffit, c'est que la langue maternelle, on apprend sans accent, alors que Claude Agege dit qu'après 8 ans, on peut apprendre une autre langue, mais on garde l'accent des origines pendant toute notre vie. Et puis là, on peut apprendre la langue maternelle en 10 mois, à une vitesse stupéfiante. On passe à 8. Alors si on vit dans un milieu pauvre en mots, où on se parle peu, on arrive au 30e mois avec une moyenne de 150 à 200 mots. Si on vit dans un milieu où on rit, on parle entre adultes, on parle au bébé, on arrive au 30e mois avec une moyenne de presque 1000 mots. 30 mois, c'est pas loin d'entrer en maternelle. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. C'est-à-dire que l'injustice sociale commence avant d'entrer en maternelle. Les gosses, les bébés, les enfants qui rentrent en maternelle avec 200 mots ne vont pas comprendre les consignes. Ils vont être humiliés. Ils vont être humiliés par ceux qui jouent avec les mots, qui pourront s'expliquer, qui pourront dire « Madame, je ne suis pas bien, je n'ai pas compris », qui pourront faire des blagues. Ces gosses-là, leur épanouissement va humilier les gosses qui ne comprennent pas. Lui, il comprend, elle comprend, et moi, je ne comprends pas. Si je me sens mal, j'ai honte de moi, elle m'humilie. L'enfant, la petite fille de 3 ans qui parle bien, elle veut humilier personne. Elle parle bien parce qu'elle a été imprégnée depuis la grossesse de sa mère par la langue qui l'entourait. Et voilà, elle a été dans une niche affective sécurisante. Et voilà, elle a appris à parler, elle arrive en maternelle, et bien voilà, elle continue, elle est bonne élève. Mais en étant bien épanouie, en étant bonne élève, elle humilie ceux qui se mettent à détester l'école, et parce qu'ils ne comprennent pas. Et que c'est même pas de la jalousie. Regardez, les mathématiques, après l'âge de 20-25 ans, c'est difficile de faire une bonne performance en mathématiques. Hein. Alors que les langues, on peut continuer à s'améliorer toute notre vie. Alors qu'en mathématiques, après 25 ans, ça devient difficile. Mais ma fille a mis au monde les 2 plus jolis petits garçons du monde, et ça c'est scientifique, hein, c'est pas des Et il y en a un qui est hyper doué, qui est en prépa du Mondiovi, hyper doué en mathématiques. Il me disait, mais les mathématiques c'est facile, il n'y a rien à comprendre. Alors je lui dis, mais ça va, j'ai rien compris. Alors il dit, mais non, les mathématiques, il n'y a rien, c'est comme ça. Ça a le gosse. C'est-à-dire que le fait qu'ils comprennent des choses que je n'arrivais pas à comprendre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce sale gosse? C'est-à-dire qu'il ne voulait pas m'humilier. Simplement, il comprenait pareil pour les mots, pareil pour la littérature. Sauf que, comme je viens de vous le proposer, la littérature, les mots, on continue à progresser tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie. Et quand on arrive au grand âge, on continue à s'améliorer dans le domaine où on était déjà bon. Mais on ne peut plus apprendre quelque chose de nouveau. Alors que les enfants, eux, ils ont un cerveau totipotent. Ils peuvent apprendre tout. Ils peuvent apprendre toutes les langues, ils peuvent apprendre toutes les disciplines. Mais ça veut dire aussi que c'est le milieu familial et surtout le milieu social qui sculpte le cerveau de nos enfants. Et là, maintenant que la neuroimagerie et la neurobiologie nous permettent de photographier et de mesurer comment le cerveau est sculpté par le milieu. C'est pas une vue de l'esprit. Quand j'étais interne en neurochirurgie à Paris, on faisait des encéphalographies gazeuses, c'est-à-dire qu'on enlevait le liquide céphalorachidien
Et puis on faisait des photos de ville, et on voyait que la photo de ville, on voyait des trous noirs dans le cerveau. C'était les atrophies cérébrales. Mais on ne comprenait pas leur origine. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a plus de lobe préfrontal? Pourquoi est-ce qu'il a des cavités ventriculaires dilatées? Il n'a plus de cerveau, ça correspond à quoi? Alors c'est comme ça qu'un jour j'avais vu un gars, il avait presque plus de cerveau. Mais c'était pas grave, il était PDG d'une grosse boîte internationale. Donc il avait autour de lui toute une équipe et lui il faisait semblant de comprendre, mais probablement il comprenait très bien. Mais c'est bon, ça fait rien. Il donnait son rôle de PDG, quoi. Alors, maintenant, avec la neuroimagerie, on se rend compte que, ne bougez pas, la carence affective, en ne stimulant plus les deux lobes préfrontaux, provoque une atrophie des deux lobes préfrontaux. Et c'est facile à comprendre, puisque en parlant à un bébé, on il voit notre visage, il a une émotion, et on voit que les deux lobes occipitaux se mettent à consommer de l'énergie. On lui parle, il est content, on voit que son lobe temporal gauche se met à consommer d'énergie. On l'embrasse, on lui tend les bras, il nous tend les bras, les bébés étonnent un manteau, avancent les lèvres et tendent les bras, il nous tend les bras pour faire un mouvement d'anticipation du formant de lobes préfrontaux. Or, un bébé à qui on n'a pas parlé a une atrophie des deux lobes préfrontaux. Quand on lui tend les bras, il ne répond pas. Il décourage la mère, la figure d'attachement, parce qu'il ne répond pas. C'est pas un bébé marrant. Et c'est comme ça qu'on a décrit que les psychanalystes ont commis un crime en décrivant les mères d'enfants autistes, et notamment Bettelheim, et en disant que c'était les mères d'enfants autistes qui étaient responsables de l'autisme de leurs enfants. Ça, c'est une dégueulasserie, et c'est rentré, ça a organisé notre culture pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies même. Et quand on disait, mais non, c'est pas possible, c'était devenu un dogme, parce que Bettelheim était adoré, on ne pouvait pas le critiquer. Et là, il a commis une faute énorme. Et maintenant, on se rend compte que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quelque chose, je ne sais pas à quoi c'est dû l'autisme, quelque chose se met mal en place qui fait que la mère est découragée. C'est pas marrant d'avoir un bébé qui ne répond pas, qui ne regarde pas dans les yeux, qui ne sourit pas, qui ne répond pas à la voix. Bon, la mère devient une mère de devoir. Elle fait son boulot, mais elle n'est pas gratifiée par un bébé qui ne gigote pas, qui ne rigole pas, et qui ne répond pas et qui ne gazouille pas. Alors là, ce que je viens de vous dire confirme ce que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est que le cerveau est sculpté par le milieu. Mais on sait ce qui agit, on peut agir, nous, ayant compris ça, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc là, on a un degré de liberté, puisqu'on peut agir, on ne peut pas agir. On a un degré de liberté, et là, on a un degré de responsabilité. Et quand des enfants entrent à la maternelle avec déjà un retard de langage, déjà des troubles d'interaction, parce qu'ils ne savent pas parler et bien sûr pas encore écrire, eh bien, notre système éducatif et nos décideurs politiques ont des décisions à prendre, et s'ils ne les prennent pas, ils sont responsables. Et donc, pour illustrer cette idée, je parle souvent de Jean Genet, qui écrit merveilleusement bien, mais qui est un sale type. Il écrit, je dis ce que je pense, ça ne sortira pas d'ici. Hein. Donc, il écrit merveilleusement bien. Jean Genet est abandonné à sa naissance, sans substitut affectif. Et pendant 7 mois, il est mis dans un isolement sensoriel total. Quand il est placé à l'âge de 7 mois, après 7 mois de non-stimulation cérébrale, quand il est placé dans une famille d'accueil dans le Morvan, une famille d'accueil qui fait bien son boulot, elle le réchauffe à peine. Il ne répond pas, il ne les aime pas. Mais il comprend les mots,
et il se réfugie dans les mots parce qu'il a tellement peur des autres, il a tellement peur de la vie, il a tellement peur des relations et il a tellement peur de l'affection qu'à l'école, il se cache derrière les livres. Donc il devient bon élève. Mais c'est un bon élève curieux, c'est un bon élève qui n'a pas de copains, c'est un bon élève qui ne sourit jamais. En revanche, à la récréation, j'ai plein de témoignages, notamment Jacques Blanca, qui est historien, m'a donné des archives de gosses qui étaient à l'école en même temps que lui, pas de copains, toujours cachés derrière un livre. Et le résultat, c'est qu'il n'était bon que dans la parole écrite, puisqu'il ne parlait pas. Il n'avait pas de relation. Donc il devient un écrivain, il avait la maîtrise. Son seul plaisir, c'était la maîtrise des mots. Ce n'était pas la maîtrise des mots parlés, puisqu'il avait peur des relations. Et d'ailleurs, il écrit, parce qu'il ne parlait pas, et Tamar Ben-Jemoun a eu avec lui des relations amicales, et quand je le rencontrais à Hyères, il me disait, mais Jean Genet, on ne pouvait pas parler avec lui, parce qu'il se taisait ou il agressait. En revanche, il écrivait la parole écrite, c'est une merveille, c'était le seul point de sa personnalité qu'il avait pu développer. Et il écrit, parce qu'il a très peur de l'affection, il a très peur d'aimer et d'être aimé, et il écrit, il faut toujours trahir ceux qui vous aiment, il faut toujours voler ceux qui vous aiment. Journal d'un voleur, journal du voleur. Donc, il écrit ce qu'il ne peut pas dire. Et c'est la phrase de Primo Levi. J'écris ce que je ne peux pas dire. Si je raconte ce que j'ai vu à Auschwitz, vous n'allez pas me croire. Et vous savez qu'il a fallu 40 ans pour commencer à parler tranquillement d'Auschwitz. C'est-à-dire que vous n'allez pas me croire, ou même vous allez rire. Je pense à une grand nom de la psychanalyse, dont bien sûr j'ai oublié le nom, ça m'a bientôt, qui a écrit la traîne sauvage. Quelqu'un, ça vous dit quelque chose? Bon, ça m'en reviendra. Et elle a été à Auschwitz, elle fait une psychanalyse, et elle raconte, ça lui vient comme ça, elle raconte un souvenir d'Auschwitz. À la fin de la séance, son psychanalyste la raccompagne à la porte, et il ne peut pas s'empêcher de lui dire « Mais où allez-vous chercher tout ça ?» Impossible de parler, impossible de témoigner, donc ces gens-là sont clivés, coupés en deux. Une partie de leur personnalité que vous croyez normale, parce qu'ils rient, ils travaillent, ils me parlent, et une autre partie de la personnalité qui souffre en secret parce que vous les faites taire, en ne les croyant pas, en disant c'est pas possible, en disant où vas-tu chercher tout ça. Donc c'est les normopathes, les gens comme tout le monde dans cette salle, c'est les gens normalement névrosés qui font taire ceux qui ont eu une expérience hors de la normalité. Indicible, impossible à dire. Et Jean Genet, donc, se retrouve virtuose de la parole écrite et amputé de la parole actée, de la parole verbale, relationnelle. En revanche, Lucie, sa sœur de lait, elle a été abandonnée à la naissance, mais elle a eu tout de suite un substitut affectif qui lui a parlé, qui l'a nourri, ce qu'on fait quand on s'occupe d'un bébé. Quand elle est placée dans la même famille d'accueil, les Greniers, que Jean Genet, elle dit « c'est mon père, c'est ma mère ». Elle dit « il n'y a pas plus gentil que mon père ». Jean Genet écrit « il faut voler et trahir ceux qui vous aiment ». Et elle, toute la vie, considère ses demi-sœurs, ses frères, comme des frères et sœurs, ça fait que c'est. Et Jean Genet dit « j'habite chez eux ». Ils touchent de l'argent pour me garder. C'est-à-dire qu'ils n'habitent pas du tout le même monde, parce que le monde de Jean Genet s'est éteint et n'a pas été réchauffé, alors que le monde de Lucie s'est peut-être éteint, mais il a été très rapidement réchauffé. Et actuellement, il y a l'exemple tragique. Je regarde ma montre parce que je n'ai pas encore fini mon introduction. D'accord, mais alors, je suis à la page 2 et j'ai 18 pages, et c'est pas vrai.
on va parler avec vous, on va parler. Donc ça veut dire que dès qu'on est affectivement réchauffé, on a le plaisir de parler. Et ça, je dis ça pour nous tous, adultes, âgés, enfants. Il faut d'abord être affectivement réchauffé pour être invité. Qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Les bêtises qui font le plaisir de la vie quotidienne, quoi. Qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Oh ben ça, c'est important. Voilà. Tout le monde s'en fout éperdument, mais c'est important parce que ça tisse de l'affectivité. Alors, quand nos enfants vieillissent, il faut attendre 6-8 ans pour que le lobe préfrontal réparé, affecté, affectivé, je ne sais pas si on peut inventer cette symbologie, affectivé, on peut le faire. Donc on l'a fait. Donc on a affectivé, et donc le cerveau se remet à fonctionner. Mais il faut attendre 6 à 8 ans pour que les neurones du lobe préfrontal, c'est le socle neurologique de l'anticipation, se connectent avec le circuit limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire. C'est-à-dire que c'est seulement entre 6 et 8 ans qu'on accède à la représentation du temps, l'anticipation et la mémoire, la durée. Donc c'est seulement très tard qu'on accède à la représentation du temps, c'est-à-dire au récit. Avant, on peut parler très tôt, mais on ne peut pas faire de récit. Quand un enfant de 5 ans rentre de la maternelle et qu'on lui dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Nadine m'a pris mon chocolat. Ah bon? Et à part ça, rien. À part ça, ils ne peuvent pas faire un récit. Mais en revanche, à partir de l'âge de 6-8 ans, ils peuvent intégrer Nadine m'a pris mon chocolat. Ils peuvent l'intégrer, c'est pas la première fois qu'elle le fait, dès qu'elle voit quelqu'un qui a un chocolat, elle va lui prendre, mais à ce moment-là, ils peuvent faire un récit parce qu'ils ont une représentation du temps. Donc, l'idée que je suis en train de préparer, c'est que finalement, quand on a été clivé, comme l'exemple de Primo Levi, comme pratiquement tous les survivants de tous les traumas, c'est pareil pour les Arméniens, c'est pareil pour les Rwandais, c'est pareil pour les gens qui ont connu des traumas. Hein. C'est difficile de parler de son trauma. Les gens qui n'ont pas été traumatisés vous font taire, parce que ça les gêne d'entendre parler de quelque chose d'insupportable aussi. Donc c'est un mécanisme de défense, ça les gêne. Donc oui, allez, on verra 100 ans. Allez, c'est fini tout ça, pense à autre chose. Non, c'est pas fini tout ça, je pense qu'à ça. Et si je ne peux pas en parler, ça m'envahit ma conscience. Mais je ne peux pas le partager, je ne peux pas le dire. Mais alors là, je retrouve la phrase de Primo Levi, je peux écrire ce que je ne peux pas dire. Et c'est exactement ce qu'a fait Georges Perec. Georges Perec, son père s'engage dans l'armée française, il disparaît. Sa mère l'accompagne à la gare de Lyon pour l'envoyer dans un home d'enfants, elle disparaît. Ses tantes, sa famille, il n'y a pas de violence. Ses cousins disparaissent, ses cousines disparaissent, sa tante disparaît. Et il a une tante qui ne disparaît pas, qui le recueille après la guerre, mais sa famille disparaît. Et il n'y a pas de trauma visible, simplement, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de figure d'attachement autour de lui. Il n'y a rien. Il s'éteint, il est hébété, il est très mauvais élève, jusqu'au jour où, à l'âge de 8 ans, il a compris que cette disparition, en fait, ses parents ne reviendront jamais. Et que la disparition mène à la mort. Mais il n'y a pas eu de rituel de deuil, il n'y a pas eu de dénonciation, tes parents sont morts. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de tombe. Et ce petit garçon, à l'âge de 8 ans, comprend que la disparition, en fait, c'est la mort. Il décide aussitôt de devenir écrivain pour offrir un tombeau à ses parents. Et il dit, j'écrirai leur autobiographie, je l'écrirai leur autobiographie pour raconter leur vie de façon à leur rendre leur dignité. Et dès l'instant où ce petit garçon comprend que ses parents sont morts et a un projet d'existence d'écrire, eh bien, il devient bon élève parce que l'école, pour lui, a un sens, prend sens. Ça vaut la peine de faire un effort d'apprendre parce qu'il faut absolument que je fasse une sépulture à mes parents.
Et il devient bon élève. Et mon ami Ferrari l'a eu comme archiviste à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et c'était, paraît-il, c'est que je l'ai jamais rencontré. Et il paraît que c'est un homme très cultivé, très drôle, avec plein d'humour. Je ne sais pas si vous avez lu le jet de tomates sur la cantatrice. Personne l'a lu? Vous devez le lire, vous devez. Non, c'est là, vraiment, c'est une prescription. Vous devez le lire. Et c'est un livre dangereux, hein, parce que vous risquez de mourir de rire. Il faut faire attention. Il fait comme si c'était une publication scientifique. Il calcule la courbe du jet de tomates sur la cantatrice, et puis à la fin, il fait des citations comme. Et puis bien sûr, ce calcul a été fait par Lin Pianpied à Shanghai, que tout le monde a dû lire. Vous avez sûrement lu cette publication. Et enfin, c'est vraiment très drôle. Et puis, il écrit un livre que j'ai lu, que des gens dans la salle ont peut-être lu, un livre étrange, poétique. Qu'est-ce que c'est que ce livre? De quoi il parle? Et on met longtemps à comprendre que ce qui a disparu dans ce livre, c'est la voyelle E, qui désigne eux, mes parents disparus. Donc c'est la littérature de l'énigme. Il leur offre une sépulture, on ne sait pas. Là, vous voyez, il y a une tombe, il y a des mots, il y a des fleurs, il y a une photo. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, c'est eux, mes parents disparus. Moi, Georges Perec, je leur ai offert une sépulture. Ils sont, je ne sais pas où ils sont partis en fumée. Pas du tout. Maintenant, j'ai parlé d'eux dans ce livre. Je leur ai offert une sépulture. Alors, ça c'est vraiment un moyen d'écrire, c'est aussi écrire pour transmettre, parce qu'un livre laisse la liberté au lecteur. Je lis, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens dans la salle, je lis 10 livres en même temps. Mais c'est rare que je lise de la première à la dernière page. Donc, j'ai des livres, des marque-pages, je reprends un autre et ça change. Donc, on est libre. Si ça nous ennuie, on change de livre. Alors que dans la parole parlée, il y a un contrat d'interaction. Je ne peux pas te couper la parole. On avait fait et ça se met en place étonnamment tôt. Je vais m'arrêter en 5 minutes, pour ça. Je marche encore 5 minutes. Avec Daniel Stern, qui était professeur à Genève, on voulait savoir ce mystère, qu'est-ce qui se passe quand un enfant qui ne parle pas, quand on parle à un enfant qui ne parle pas, ou quand on dit à un enfant quelque chose qu'il ne comprend pas. Le dispositif d'observation était très simple. Daniel Stern était assis sur une chaise, et on demandait à un enfant d'entrer dans la pièce, je reviens tout de suite, on partait, et on ne revenait pas, et l'enfant se retrouvait avec ce monsieur qu'il ne connaissait pas. Alors il avait son petit moment de stress, et 2 enfants sur 3, c'était des toddlers, des enfants âgés de 18-15 mois, qui commencent à peine à marcher, ils s'orientent vers cet inconnu, et 2 enfants sur 3 s'orientent sur cet inconnu, et ils font un babil. Alors c'est difficile, Daniel Stern le regarde, et il répond par des mots. Et l'enfant répond par un babil. Et Daniel Stern interprète le babil et reformule avec des mots. Et donc, si vous permettez, il y a un tour de babil. C'est-à-dire que... Et qu'est-ce que c'est que ce mystère? Ce mystère, c'est que la musique des mots annonce la fin de la phrase. Et quand un enfant est attentif à l'autre, quand son empathie commence à se former, il est attentif à l'autre, il sait que l'autre va finir sa phrase, donc moi bébé, je peux commencer mon babil. Il y a donc une attention, un respect de l'autre, et ces enfants-là se mettent en disposition spatiale d'apprendre à parler. Alors qu'un enfant sur 3 a peur de l'inconnu, il se périphérise, il se met contre le mur, il évite le regard, il augmente les activités auto-centrées, il se met en disposition spatiale de mal apprendre à parler. Et c'est pour ça qu'il y a l'attachement, l'affectivité est fortement liée au langage, l'apprentissage et la parole parlée et la parole écrite, même si ce n'est pas la même structure. Et c'est pour ça aussi que tout enfant peut apprendre toute langue maternelle, même très compliquée, en 10 mois,
sans livre, sans prof, sans école, alors qu'ensuite il faudra l'école pour apprendre une autre langue ou pour apprendre autre chose. Il faudra des livres, des écoles. Je pense que j'ai appris ma langue maternelle en 10 mois, comme tout enfant. Ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire, parce que... Et je pense que mais dans 50 ans, ça ira mieux. Donc on ne peut pas, je vais terminer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, donc il faut parler, il faut écouter, il faut un interlocuteur, le tour de parole. Si on est clivé ou si on a du mal à dire ce qui est difficile à dire, on peut l'écrire, ça transmet quelque chose à nos enfants. Et c'est la fonction des romans, la fonction du cinéma, la fonction du théâtre, c'est que le romancier, le cinéaste, met en scène ce que je ne peux pas dire, ou je ne sais pas dire. Ma fille, mon fils, quelque chose de... J'arrive pas à te le dire, c'est trop dur. Si je te le dis, à la fin de la phrase, ce ne sera plus la même qu'au début de la phrase. J'arrive pas, je ne peux pas te le dire, c'est trop dur. Mais va voir ce film. On m'a dit que c'était intéressant. Lis ce livre. On parlera de ce livre. Et l'auteur, le comédien, devient mon porte-parole. C'est le comédien qui dit ce que je n'ai pas la force de te dire. Les enfants ne sont pas dupes. Ils comprennent très rapidement. Mais papa, maman, c'est pas un peu ce qui t'est arrivé? Oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé, mais je ne savais pas, je veux le dire, je n'avais pas la force, je comprenais mal, mais oui, en effet, ça m'est arrivé. Mais donc la fonction du théâtre, la fonction des artistes, c'est d'être nos porte-parole. Mais c'est aussi une fonction un petit peu dangereuse parce que quand un dictateur veut prendre le pouvoir, il s'empare de ceux qui ont la maîtrise de la parole, les journalistes, les écrivains, les cinéastes, qui sont les premiers visés par un candidat dictateur. Les journalistes qui acceptent la dictature ont des promotions, et les journalistes ou les écrivains qui refusent la dictature sont emprisonnés, persécutés, rééduqués, torturés, fusillés, inventés, tous les participes passés que vous voudrez. Donc ça veut dire que cette parole a été récupérée. Leni Riefenstahl fait des films merveilleux. Et ces jeunes surhommes, il n'y a pas de doute, ils sont beaux. Ils sont minces, musclés, ils sont blancs aux yeux bleus. Ils sont beaux. Parce que ce pouvoir d'émotion que possède le film, elle a un talent de l'image, elle a un vrai talent de l'image. Eh bien, elle démontre que la race supérieure, c'est les blancs aux yeux bleus. Ce qui, bien évidemment, est faux. On sait maintenant que la race supérieure, c'est les chauves. Ça a été démontré scientifiquement. Donc c'est le pouvoir de conviction des mots est tel que, merci les mots, mais attention les mots. Alors, je vais terminer là-dessus. Parce qu'elle a dit oui, très bien, ça veut dire j'aimerais que tu dises mal. Donc on ne peut pas, il faut faire attention. Les mots ont une fonction affective, mais la haine aussi est un affect. L'amour est un affect, la tendresse est un affect, la haine est un affect. Et beaucoup d'êtres humains ont la passion de la haine. Ils aiment haïr. Ça leur donne une force qui leur permet de passer à l'acte. On se dit, on va décider que si quelque chose va mal dans notre société, moi je suis merveilleux, c'est d'accord, je suis absolument merveilleux, et pourtant je me sens mal. C'est à cause de l'arabe, c'est à cause du juif, c'est à cause de l'étranger, puisque je suis merveilleux, je me sens mal. Comment vous expliquez ça? René Girard, avec qui j'ai eu la chance d'avoir des relations amicales, a théorisé le bouc émissaire, qui est une fonction verbale. On désigne celui par qui le mal arrive, on a une conduite à tenir. Il suffit de l'emprisonner, de le fusiller, de le torturer, de le chasser, et le problème sera réglé. Et en effet, le problème est réglé dans un premier temps, puisqu'on supprime celui par qui le mal arrive. Mais ce n'était pas la cause du mal. Donc on ajoute du mal au mal.
Donc en se protégeant, on ajoute du mal au mal. Et alors, Georges Saint-Prune, que j'ai rencontré, et qui était étonnant parce qu'il était beau physiquement, il avait une biographie extraordinaire, il parlait français sans accent, il écrivait merveilleusement bien, c'est pour ça que je le détestais. C'est-à-dire que... Et Georges Saint-Prune, comment veut témoigner? Alors j'ai oublié où il était, c'était pas Auschwitz, c'était pas Buchenwald non plus. J'ai oublié, il était déporté, mais il était déporté avec les communistes, c'est-à-dire qu'il souffrait moins, il était moins persécuté. Les communistes étaient moins persécutés, il y avait beaucoup de surveillants parmi les communistes. Et donc il veut témoigner, il dit je ne peux pas me taire, il dit comme Elie Wiesel, se taire c'est se faire complice d'un crime incroyable, il faut que je témoigne. Et il commence à écrire pour témoigner. Et il écrit, mais je suis obligé de m'arrêter, mes brouillons saignent. Parce que, en racontant, en témoignant, je suis de plus en plus mal. 20 ans après, il retrouve le désir de témoigner, mais sous forme de roman. L'écriture ou la vie. Et là, il peut écrire sous forme de roman, et il peut dire sous forme de roman ce qu'il n'avait pas pu dire sous forme de témoignage, parce que le roman lui permettait de prendre une petite distance, comme nous, quand on dit à nos enfants « va, lis ce livre, va voir ce film », et quand nos enfants reviennent et qu'on les quitte, nos enfants nous disent « j'ai compris maman, j'ai compris, ce pays étranger, mais c'est ce pays d'où tu viens, oui, mais je n'avais pas la force de te le dire ». Donc, le roman fait cet effet. C'est-à-dire que la fiction n'est pas du tout fiction, c'est pas inventé, c'est agencé de manière différente, c'est élaboré de manière différente. Et dans l'écriture ou la vie, dans un premier temps, quand il n'avait pas écrit un roman, j'ai noté sa phrase, l'écriture me replongeait dans la mort et m'y submergeait. J'étouffais. L'air devenait irrespirable, mes brouillons saignaient. Mais il ne dit pas ça quand il fait un roman. Quand il fait un roman, il maîtrise, comme un journaliste de tout à l'heure. Il maîtrise, et là, il peut le dire. Voilà, j'avais noté encore plein de choses, mais maintenant, je pense qu'on va essayer de bavarder entre nous. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez des idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. J'avais une question à vous poser quand vous parliez du petit enfant qui vient de naître et qui réagissait aux basses fréquences de la mer. Je crois, il y a 25 ans de ça, j'avais été vous écouter à Château-Vallon, vous aviez dit que le fœtus n'avait pas de mémoire. Vous lui priez, par exemple, vous pouvez lui faire écouter du Bach, il ne sera jamais forcément genre Sébastien Bach. Est-ce que j'ai bien compris dans ce que vous expliquiez ou pas? Est-ce qu'il y a une mémoire du fœtus ou pas? Merci. Alors, vous avez de la mémoire, vous. Alors, aujourd'hui, je dirais, le fœtus n'a pas de souvenir, mais il a des traces de mémoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de souvenir parce qu'il ne peut pas verbaliser ce qui lui est arrivé. Et puis il ne peut pas en être conscient parce que le bouillonnement synaptique est tel que ce n'est pas encore circuité, mais c'est en train de se circuiter. Et notamment, on sait que les bébés préverbaux ont des traces de mémoire qu'on observe à la neuroimagerie, mais ils n'ont pas de souvenir. On voit que ça explique qu'ils ont des émotions dont ils ne peuvent pas connaître l'origine. Et ça peut durer pendant très longtemps parce que c'est ce que les psychanalystes appellent une rationalisation. C'est une sorte de goût du monde, une sorte de tempérament. Jean Genet avait un goût du monde. Il écrit d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ma vie a tout le temps un goût de chagrin. Parce qu'ayant été... Alors ça c'est joliment dit, c'est déjà la Jean Genet. Ma vie a un goût de chagrin. Il ne sait pas pourquoi. Nous, avec la neuroimagerie,
imagerie, on peut expliquer qu'il a un gros chagrin parce que toute une partie de son cerveau est atrophiée, sauf la zone du langage qui probablement est hypertrophiée. Alors, donc, il n'a pas de trace, il ne sait pas pourquoi. C'est la rationalisation, c'est ce que Ernest Jones, des premiers psychanalystes, appelle la rationalisation, c'est-à-dire on a une sensation, on a un sentiment, on donne une forme verbale à un sentiment dont on ignore l'origine et dont on ne peut pas retrouver. Alors que le souvenir, c'est pas ça du tout. Le souvenir, c'est j'ai été à la pêche, je vous ai rencontré, vous, je me rappelle, à 25 ans, vous avez dit que ça, c'est un souvenir. Et c'est pas une trace. Une autre question? Ah. Bonsoir, vous avez parlé de Primo Levi, et Primo Levi, je crois qu'il s'est suicidé. Donc à partir de quel moment, qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic pour que son écriture ne suffise pas à... Enfin, le témoignage qu'il a fait, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Comment vous expliquez cela? Parce que Primo Levi avait la marche de témoignage. Il avait moins souffert que d'autres parce que c'était déjà un chimiste de renommée internationale. Et quand il arrive à Auschwitz, on met au papier. Donc il souffre moins que les autres. Et quand il voit l'horreur de ce qui se passe autour de lui, il est effaré et il voit un SS qui était chimiste comme lui et qu'il avait rencontré avant la guerre dans des congrès. Il se dirige vers ce chimiste avec l'uniforme allemand pour lui parler. Et l'Allemand lève les yeux, évite le regard. Si c'est un homme, je lui parle. Si ça n'est pas, si c'est un stuc, un morceau, je ne lui parle pas. Et Primo Levi se sent transformé en morceau, et non plus un être humain, c'est d'où le titre, si c'est un homme. Et Primo Levi, il est pas maltraité parce qu'il est tout le temps dans les papiers. Et donc il survit. Mais il a la rage de témoigner. Il dit, comme il disait, si je me tais, je me fais complice d'un crime immense. Et il dit, si c'est un homme, publié en 1945, refusé par 10 éditeurs, finit par être accepté en 1945 et fait 700 exemplaires. Personne ne l'a vu. La culture change en 1985 sous l'effet de films, les guichets du Louvre, sous l'effet de romans, le dernier des Justes, sous l'effet du film Shoah de Lanzmann, sous l'effet de Jacques Chirac, sa déclaration. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la culture change, Primo Levi est entendu, enfin entendu, 40 ans après, et ses livres sont lus. Mais il dit, quand ces livres sont traduits, il dit, je veux que mes livres, soient un revolver dirigé sur la tête de chaque Allemand. Il écrit pour ce rendu. Il ne fait pas du tout le travail de métamorphose de film, de métamorphose de roman. Il témoigne comme Henri Saint-Braun, comme Georges Saint-Braun, qui, dans un premier temps, disait les brouillons saignent, et dès qu'il en fait un remaniement, et il supporte d'en parler. Et Primo Levi écrit dans Rescapé naufragé, Primo Levi écrit clairement, je suis de plus en plus mal, plus j'en parle, plus je témoigne, je suis de plus en plus mal. Jusqu'au moment où il tombe, il rentre à Turin. Et pendant qu'il était à Auschwitz, il rêvait, comme beaucoup de déportés, il rêvait de repas de famille. Donc c'est ce qu'on peut comprendre. Hein. Et il s'entendait très bien avec sa sœur. Et il dit, je vais rentrer à Turin, et il y aura le repas de famille, et je raconterai, ma sœur me comprend bien, je m'entends bien avec elle, et je raconterai, je témoignerai. Arrive le repas de famille, la famille est joyeuse, ils sont contents de le retrouver, et puis il témoigne, il raconte. Et il écrit, à peine ai-je commencé à parler, la glace est tombée sur la table. Ma sœur se lève, elle se trouve une activité à faire ailleurs, tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en témoigner, et lorsqu'il raconte, il se fait rejeter, alors que Pérec se fait accepter, alors que Saint-Braun se fait accepter par un roman, Pérec se fait accepter par un jeu
comme l'Oulipo, un roman mystérieux. Et Primo Levi est de plus en plus mal. Il tombe dans l'escalier, il tombe dans la cage de l'escalier. Quand on tombe dans les escaliers. Quand on tombe pas dans la cage d'escalier. Quand on tombe dans la cage d'escalier, c'est qu'on a enjambé en rambarde. Et donc, Primo, il préparait, il était de plus en plus mal, parce que, malgré sa grande intelligence, il n'avait pas voulu faire le travail de remaniement de la représentation de l'horreur que lui aurait permis de faire un roman, un film, une poésie, comme Charles Delbo. Il n'a pas voulu le faire. Il a payé très cher. Alors, ça pose La question des... Je m'excuse parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez. La méfiance des historiens vis-à-vis des témoignages, des témoignages de cette recomposition, cette recréation de Georges Semprin. Alors peut-être qu'il faisait confiance à Primo Levi, mais Georges Semprin, et encore, je ne sais pas. Je veux dire, il y a comme ça un problème avec les historiens. Je ne sais pas comment réagissent ces historiens, mais moi, j'en savais peut-être plus que moi là-dessus. Alors, j'ai la chance de travailler avec Denis Péchanski, qui est historien, et Francis Eustache, qui est prof de neuropsychologie à Caen. Et on a fait un groupe où on confronte les documents historiques avec les fonctionnements cérébraux et avec les archives et les autres témoignages. Et là, il y a la mémoire traumatique. C'est-à-dire que quand on est menacé par un revolver, le centre est hyper précis, parce que notre vie en dépend. On est fasciné par le centre de l'objet menaçant, le revolver ou la menace, parce que si on dit un mot de travers, on va mourir. Le contexte est complètement flou. Ça n'a pas de valeur adaptative. Pour ne pas mourir, il faut faire attention à la main qui tient le revolver. Il faut faire attention à ne pas dire un mot de travers. Le reste n'est pas perçu. Plutôt, le reste est perçu, mais n'est pas mis en conscience, puisqu'il n'y a pas de fonction adaptative. Ce qui fait qu'après, quand on raconte ce qui nous est arrivé, il m'a menacé avec un revolver. Si le policier dit, mais quelle était la marque du revolver, comment il était? Réponse hyper précise. Il avait telle marque, si on connaît la marque, il avait des joues mal rasées, il avait un écusson, au centre du trauma, hyper précis. Ah oui, mais est-ce que vous étiez seul? Est-ce que autour de vous il faisait beau? Contexte flou, rien n'est mis en mémoire. Si bien que ça dépend. Le policier, s'il pose des questions sur le centre du traumatisme, il va en conclure que le traumatisé a une mémoire hyper précise. S'il pose des questions sur la langue, il va en conclure que le traumatisé a une mémoire imprécise. Et les deux seront vrais. Alors ça, c'est ce travail de recomposition du passé est parti de notre amitié avec Denis Péchanski et Francis Eustache. Parce que je racontais dans un livre, La vie t'appelle, c'est pas une autobiographie, pour répondre à votre question, c'est pas une autobiographie, c'est un souvenir social que j'ai cherché à vérifier en allant sur place, en allant fouiller les archives, en rencontrant des gens qui étaient sur la même place que moi. Et là, alors, un jour, je me suis évadé, j'avais 6 ans et demi quand je m'étais arrêté, je me suis évadé de la synagogue de Bordeaux, et un jour, j'ai retrouvé tous les témoins, parce que en 82, je suis passé à FR3 pour mon premier livre. Et une dame a téléphoné, est-ce que ça serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader? Elle laisse son numéro de téléphone, appelle un taxi, je vais la voir, elle ouvre la porte, une dame avec des cheveux blancs, c'était en 82, je me suis évadé en 44, 45, dites-moi. Donc, c'est 44. Et donc, je vois, et on recommence à bavarder, mais comme si c'était hier, en toute intimité. Et je me permets de lui dire, vous savez, je vous trouvais très jolie avec vos cheveux blancs. Elle ne dit pas un mot. Elle se lève, elle va chercher une photo d'elle à une infirmière de la Croix-Rouge avec des cheveux noirs comme un corbeau. Alors que je promets, c'était pas discutable. Dans la mémoire, elle avait des cheveux blancs. C'était pas discutable. Je me suis dit, c'est quand même bizarre ça.
quand les gens arrivent en bas des Twin Towers, des attentats de New York, ils leur posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des gens? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Tous les gens répondent comme ça. Il y a un mois après, il prend le numéro de téléphone, il rencontre les gens un mois après. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, tous les gens avaient eu un récit cohérent. Je descendais les tours, j'ai entendu un bruit étrange, j'ai vu des pompiers monter à contre-sens, à contre-courant. J'ai compris que c'était un attentat. Bon, eux, ils n'avaient rien compris. Ils ont compris un mois après, parce qu'ils avaient fait converger différentes sources de mémoire. La mémoire intime, la mémoire de ce qu'on leur avait raconté, la mémoire de ce qu'ils avaient vu à la télé. Et c'est la convergence de toutes ces mémoires qui avait fait leur mémoire intérieure. Et je crois que quand on raconte sa vie, on fait tout ça. Si vous voulez vous disputer ce soir, ce qui peut arriver, ce qui peut être utile, dites à votre frère, à votre soeur, tu te rappelles l'anniversaire de 50 ans de maman, mais tu n'étais pas là, mais si j'étais là, mais non, tu n'étais pas là. Essayez, vous allez bien. Donc ça vous est arrivé, ça nous est arrivé à tous. Tout le monde est sincère, parce que la mémoire, c'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. On va chercher dans son passé les images, les mots qui donnent une représentation cohérente de ce qui nous est arrivé. C'est un travail, c'est presque une intentionnalité de la mémoire. On n'en parle. Mais certainement, on n'a pas la même intentionnalité. Pour vous dire, pour illustrer ce que je viens de vous proposer, je vois des fois deux faux jumeaux qui n'est pas du tout, on les appelle faux jumeaux, ça ne leur plaît pas du tout. Mais non, on est des jumeaux, là. Il y a un garçon et une fille. Donc génétiquement, c'est des faux jumeaux. Et je parle avec les deux. Leurs parents étaient des 68 arts. Le garçon me raconte, j'ai eu une enfance merveilleuse. Nos parents nous faisaient confiance, ils partaient se disputer, faire des discussions interminables, refaire le monde jusqu'à 4-5 heures du matin. Ils nous laissaient toute liberté, on dormait où on voulait, j'allais à l'école si je voulais, j'allais pas, si je ne voulais pas. Aucune critique, j'ai eu une enfance merveilleuse. Et on voit la jumelle. Et vous avez quelle est votre enfance? J'ai eu une enfance terrible. Mes parents ne se sont jamais occupés de nous. Ils se pensaient qu'à eux. Ils avaient une discussion jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. On avait la même situation, le même fait, la trace, la même situation, le même fait, était connoté affectivement de manière totalement opposée. C'est-à-dire que le même fait, et aucun des deux ne manquait, puisqu'ils l'avaient senti comme ça. Aucun des deux ne manquait, et pourtant ils avaient des récits totalement opposés. Bonsoir, Monsieur Zéry. On a très peu parlé de la conscience, et j'aimerais juste vous soumettre un contexte. Ça rebondit un peu sur ce que vous venez de dire, mais quand il y a eu trauma, occulté complètement pendant 20 ans, donc de l'enfant jusqu'à un âge adulte assez avancé, et que la personne retrouve, par des circonstances de la vie, se révèle petit à petit à sa conscience l'expérience vécue, mais par bribes, on va dire. Donc, impossible de savoir ce qui a vraiment été. Et il y a un mélange entre effectivement ce qui est vécu aujourd'hui et ce qui a pu déclencher ça à l'époque. Mais non, j'aimerais juste savoir si dans votre expérience d'écrivain, il peut y avoir réparation, quelque part, de ce trauma, quand bien même il ne serait pas fidèle à la réalité de l'époque où ça s'est vécu. Merci. Merci pour votre question, puisque c'est l'enjeu de la résilience. Quand on a commencé à travailler sur le processus de résilience, c'était pour répondre à cette question. Alors aujourd'hui, la réponse est claire, bien sûr que c'est réparable. Bien sûr, évidemment. Après l'attentat du Bataclan, Thierry Bobet, qui est professeur à Paris, avait pour fonction, il avait pour fonction de s'occuper des gens de syndrome psychotraumatique.
ce qui leur est arrivé. Et il a publié, on l'a rencontré, il a publié il n'y a pas longtemps, 1 an après l'attentat du Bataclan, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Si on avait laissé ces gens seuls, il y aurait peut-être 10%, 20%, 30% qui auraient disparu. L'immense majorité des gens auraient été prisonniers du passé et ils auraient vécu le syndrome psychotraumatique, c'est-à-dire je ne pense qu'à ça, je vois toujours la même image, l'horreur, le revolver pointé, je ne peux plus aimer, je ne peux plus travailler, je ne peux plus dormir, je suis prisonnier du passé. Je pense qu'à ça. Or maintenant, on sait pourquoi ce que vous dites est vrai, on le sait maintenant. Quand il y a un traumatisme, c'était pas un attentat, il y a une explosion à Nantes, et les gens étaient mal physiquement, donc il fallait que les pompiers, les médecins éliminent l'organicité. Donc ils ont demandé des résonances magnétiques, comme on le fait maintenant. Tous les gens qui avaient un syndrome psychotraumatique avaient un cerveau éteint, qui ne fonctionnait plus. C'est-à-dire qu'un cerveau fonctionne, on le voit, hein, on voit les nappes rouges, jaunes, ça consomme beaucoup d'énergie, ça fait une tache rouge, le cerveau, tiens, c'est fini, j'ai fini de faire l'effort, ça passe au gris, au vert, au bleu, tiens, je m'endors. On voit le cerveau, on le voit travailler. Et là, il ne travaillait plus, dysfonctionnel, éteint sous l'effet du trauma. Si on laisse les gens seuls, très peu vont se remettre à vivre. Quelques-uns vont se remettre à vivre, bien sûr, beaucoup ne pourront se remettre à vivre. Soutien. Dès l'instant où les gens sont sécurisés, leur cerveau se calme, l'amygdale rénocéphalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables, s'éteint, et le cerveau se remet à fonctionner. On le filme. Et donc, à ce moment-là, le simple fait de sécuriser les gens, le cerveau se remet à fonctionner. Et là, on peut parler, il faut parler avec les gens à leur rythme. Quand ils ont envie, besoin de parler, alors là, on commence le travail du sens. On va chercher à comprendre comment vous avez réagi. On va chercher à comprendre pourquoi vous réagissez bien et pas lui, pas elle. On va chercher à comprendre qui dans votre entourage pourra vous aider, vous sécuriser. Et 1 an après, le bilan est très clair, hein, le bilan des attentats est très clair. 90% des gens liquidés se sont débarrassés de leur syndrome psychotraumatique parce qu'ils ont été pas laissés seuls. Et à Paris, ça a très bien marché. À Paris, Thierry Bobet et son équipe ont très bien fait leur boulot. Ils ont entouré les gens. Les décideurs politiques ont très bien fait leur boulot. Les ministres ont été sur le terrain. Il y a eu des associations qui se sont faites, de professionnels ou de non-professionnels, des gens qui se regroupaient pour faire des groupes de parole, des gens qui n'arrivant pas à parler, se sont mis à écrire. Vous n'aurez pas ma haine. Le Lambeau, qui a eu un prix, je crois. Oui. Qui a eu un prix. Et les gens ont fait ce que je vous ai proposé, la fonction sécurisée affective de la parole, ou si on ne peut pas parler, la fonction reconstructive de la parole écrite. Alors le Lambeau a eu un prix, mais la plupart des manuscrits finissent dans un tiroir, et c'est bien comme ça. Ils ont quand même une fonction. Ou alors on va chez l'imprimeur du tout, on le donne. J'ai eu, pour illustrer votre idée, une dame vient de voir, à l'âge de 15 ans, elle est rentrée dans la résistance. Ce qui aujourd'hui, la résistance aujourd'hui serait considérée comme des criminels de guerre pour avoir autorisé une grande fille de 15 ans à porter une arme. Ils lui apprennent à tirer au revolver. Un chef de Gestapo vient près de Lyon. Elle se faufile. Les gardes du corps du chef de la Gestapo ne se méfient pas de cette grande fille. Elle s'approche, elle le tue, et les résistants tirent sur les gardes du corps, qui donc ne peuvent pas attraper la fille, qui s'échappe. Et elle garde le revolver. Et puis le lendemain, elle passe près de Lyon, près de Villeurbanne, elle passe dans son village, et 30 otages ont été fusillés sans jugement. Cette fille de 15 ans dit, voilà, cet enfant est orphelin à cause de moi, la moisson de cette ferme ne sera pas faite à cause de moi, le village est en deuil à cause de moi, je suis coupable de la mort de 30 innocents. Et elle commence une carrière d'autopunition.
Alors, elle épouse un haut fonctionnaire, peut-être dans le cadre de son autopunition. Elle épouse les hauts fonctionnaires ou les ingénieurs des chantiers de la Seine, les militaires déménagent tous les 3 ans. Et elle met le revolver sur la table de la salle à manger à chaque déménagement. Aucun de ses enfants n'ouvre la boîte. C'est son petit enfant qui, à l'âge de 15 ans, ouvre la boîte et voit un revolver et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce revolver ?» Et elle explique devant ses enfants ce qu'elle a fait, alors qu'elle n'en avait jamais parlé. Et que ses enfants n'avaient jamais posé de question. Et elle me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Écoutez, écrivez ce que vous n'avez pas pu dire. » Elle fait un petit manuscrit de 50 pages qu'elle donne à tout le monde, et les gens lisent ce qu'elle n'avait pas pu dire. Et elle se débarrasse longtemps après, trop longtemps après, elle se débarrasse d'un syndrome psychosomatique qui avait empoisonné sa vie. Bonsoir. En fait, je me posais la question, est-ce que la capacité de mémoire, dont on a parlé tout à l'heure pour un fœtus, pouvait être entravée par des décharges chimiques, comme par exemple une grossesse dans le cadre d'un stress post-traumatique, par exemple? Oui. D'accord. Donc je me posais la question à savoir si la capacité de mémoire, dont vous parliez tout à l'heure pour les fœtus, donc notamment après avec à la naissance de la reconnaissance de la maman, pouvait du coup être entravée par des décharges en fait chimiques, par exemple, je ne sais pas si la maman a une angoisse, mais qui se répète régulièrement, par exemple dans le cadre d'un traumatisme quelconque. Voilà, savoir si ça pouvait engendrer donc à la naissance une altération de la reconnaissance. Merci pour cette question, parce que effectivement, la France est en guerre. La guerre n'est pas à la maison, elle est au Mali, elle est en Afghanistan il n'y a pas longtemps, et il y a 10-12 000 jeunes gens qui sont en train de faire la guerre actuellement. Et les guerres actuelles sont il y a moins de morts que dans la guerre de 40, du moins en France, il y a énormément de syndrome psychotraumatique, parce que les djihadistes mettent les enfants en première ligne, avec des explosifs, et que les soldats tirent. Et ils rentrent ravagés au camp. Et ça fait c'est des jeunes gens, garçons et filles, très bien formés, très motivés, et ils rentrent ravagés. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui veut aller vite. Et on donne à ces jeunes gens des bêta-bloquants qui diminuent l'émotivité, et on leur demande d'écrire sous bêta-bloquants. Et là, on voit que quand ils prennent des bêta-bloquants, ils n'ont pas d'émotion, donc ils osent parler, ils osent écrire. Et le syndrome psychotraumatique, il y a une évaluation qui a été faite au Val-de-France, le syndrome psychotraumatique disparaît très vite. Mais les Américains en Irak ont donné des bêta-bloquants quand ils ont donné des bêta-bloquants à un bataillon. Et ce bataillon n'a pas aucune mémoire de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que possiblement, il y a eu des crimes de guerre, ils n'en ont aucune mémoire. Parce que la fonction du bêta-bloquant, c'est justement d'empêcher le travail de la mémoire. Donc on peut effectivement soulager les gens malheureux avec des bêta-bloquants, mais en prenant un risque qui n'est pas toujours bien calculé. Alors que Thierry Bouvet n'a donné, pour ainsi dire, jamais, très peu, pratiquement pas de substance, et c'est uniquement le soutien, la présence des groupes de parole, d'écriture, qui font qu'un an après, la plupart des gens s'étaient sortis du syndrome psychotraumatique. Mais ce que vous dites pose une autre question, c'est qu'un travail qu'on a fait à Toulon avec Michel Delard, on montre des photos d'horreur et des photos de poésie. Et avec un groupe d'étudiants, on a pour mission de ne pas faire parler ou d'empêcher de parler un groupe d'étudiants. On montre les mêmes photos d'horreur et de poésie à un autre groupe d'étudiants qu'on questionne. Et on les invite à parler des photos d'horreur et de poésie. On les revoit un mois après.
les étudiants avec qui on n'a pas parlé n'ont comme souvenir que les photos d'horreur. Il y avait une femme, elle avait le nez écrasé, c'était affreux. Alors que dans les photos d'horreur, elle avait une coupure. Mais eux, dans leur mémoire, elle avait le nez écrasé, les globes oculaires. Il y avait les photos de poésie, presque pas. On montre les mêmes photos aux étudiants avec qui on a parlé. Les photos d'horreur, c'est oh ben oui, une femme, elle avait une coupure, mais en nettoyant ça avec un ou deux points de suture, c'était superficiel, c'était pas méchant. Et est-ce qu'il y avait des photos de poésie? Oh oui, il y avait plein de photos de poésie, il y avait des chants de coquelicots. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir parlé les avait laissés s'enfoncer en sélectionnant et en retenant particulièrement les photos d'horreur, alors que le fait d'en avoir parlé avait relativisé l'horreur et augmenté la poésie. Donc on est très content de cette expérimentation. Je voulais faire un petit lien avec la prochaine conférence. Je pensais à l'histoire de la petite Roquette. Vous connaissez, Boris, c'est une prison pour enfants qui a été fermée dans les années 30, en 1930, et qui a existé pratiquement pendant un siècle, et où on enfermait les enfants à partir de l'âge de 5 ans. C'est-à-dire c'était la période où un enfant qui errait dans la rue, qu'il ait 3, 4 ans, 5 ans, on le ramassait et on le mettait à la petite Roquette. Il y avait aussi des parents qui voulaient se débarrasser d'enfants turbulents, par exemple, qui pouvaient les mettre à la petite Roquette. Et la petite Roquette, il faut savoir que les enfants ne pouvaient pas se rencontrer, ils ne se parlaient pas. Ils étaient comme dans des sortes de niches. Hein. Même les promenades étaient des promenades solitaires. Et donc ces enfants sont restés, quelquefois certains, depuis l'âge de 5 ans, jusqu'à la majorité, ce qui était à l'époque 21 ans, je crois. Donc je me demande comment sont sortis ces enfants, de quoi? Parce qu'un trauma aussi long, je veux dire depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, comme ça a dû se produire, pour certains, c'est quand même assez effrayant. Alors bon, cette prison a été fermée en 1930, elle est devenue une prison pour femmes, mais je ne sais pas. Alors ce qui est extraordinaire pour la petite Roquette, et ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils avaient un instituteur. Et cet instituteur, il ne le voyait pas. C'était comme si vous étiez tous là. L'instituteur était en haut, sur la chaise, là. Il dictait, il travaillait sur des textes, l'orthographe, etc., la langue française. Bon. Et les enfants n'avaient pas le droit de le regarder. Ce qui fait qu'ils travaillaient seuls sur leurs feuilles. Ils ne savaient même pas à qui ressemblait leur instituteur. Ils ne pouvaient pas se parler entre eux. Bon. Mais, alors, ces enfants ont écrit des lettres. Ces lettres, elles ont été perdues pendant quasiment un siècle. Et puis, je ne sais plus trop par quel hasard, on a retrouvé dans un grenier les lettres de ces enfants. Mais c'est des lettres extraordinaires, c'est-à-dire d'un français, d'une précision, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc ces enfants qui ne parlaient pas, qui étaient totalement privés de parole orale, de l'oralité, eh bien, dans les lettres, écrivaient des lettres tout à fait extraordinaires. C'est pour ça que j'ai pensé à... Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à Jean Genet. Alors, je vais faire le lien pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, mes amis, on va parler de la prison. Voilà. Et donc, je pense que maintenant, avec Didier Fassin, venez, je pense que ce sera passionnant. En attendant, merci Boris. Je pense que c'est extraordinaire de vous avoir. On a été tous heureux. On a appris plein de choses. On a envie de continuer à parler et de continuer à écrire. Voilà. Merci.